Bonjour, X-Wing 2.0 aujourd'hui. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, genre à Mérignac, les camarades Acteris, Albus et Précham et moi-même avons fait notre séance mensuelle X-Wing plus jeu de rôle, en l'espèce Apocalypse World. Côté Figouze, nous avons choisi, passer quelques séances normales pour tester la V2, de revenir à notre principe de règle à la con, qui change un chouïa la donne d'une manière différente à chaque fois. Nous avons décidé en l'espèce de procéder à une sorte d'échange de listes. Chaque joueur concevait une liste de la faction de son choix et en toute liberté. Mais le jour venu, cette liste serait jouée par un autre joueur déterminé aléatoirement. L'idée était que l'on ne jouerait pas sa propre liste donc, mais aussi dans la mesure du possible qu'on ne jouerait pas contre la liste qu'on avait créée. Mais il s'agissait de créer de vraies listes bien sûr, pas un truc tout pourri qu'on balancerait mesquinement à un autre joueur pour qu'il perde, haha, perde. En fait, à la suggestion très pertinente d'Albu, nous procéderions alors à un double classement. Nous compterions aussi bien, mais séparément, les victoires et les défaites en tant que pilote, mais aussi en tant que concepteur de liste. Ce qui donnait un petit aspect compétitif à la rencontre, mais incitait en même temps à tester des trucs. Littéralement, plusieurs d'entre nous nous sommes retrouvés à jouer des listes, voire des factions totalement inédites pour nous. À titre d'exemple, me concernant, ça a été la première fois que je jouais Racaille. Voyons donc les listes proposées par les 4 joueurs. Et commençons par Acteris, qui est revenu à ses premières amours, les racailles. Toujours très adepte des listes à 2 vaisseaux seulement, les 3 autres joueurs ont des frissons quand ils ne doivent jouer que 2 vaisseaux. Il a proposé une variante de liste Boba Guri. Et oui, bon, pour les maniaques de la précision, la photo, là, elle présente un Star Viper rouge, mais Acteris alignait la figurine blanche. C'est juste que j'ai pris cette photo tout seul dans mon coin après la partie et que je n'ai pas le Star Viper blanc qui va bien. Détaillons un peu, et à tout seigneur tout honneur, hein. Commençons par le légendaire Boba Fett à bord de son patrouilleur de classe Firespray, 80 points d'escadron. Le Firespray est un socle moyen très versatile, j'ai eu l'occasion de le constater en l'ayant face à maintes reprises. Acteris aime beaucoup ce vaisseau et je ne lui jetterai pas la pierre, certainement pas. Et Boba aime avoir plein d'ennemis autour de lui, quand il défend et quand il attaque, il peut relancer un dé pour chaque vaisseau ennemi à portée 0-1. Côté titre, Acteris a fait une entorse à l'orthodoxie star-warsienne en choisissant Maraudeur, 3 points, plutôt que Slave One. Ce titre a 2 effets notables. Il confère au vaisseau un slot d'artilleur et permet de relancer un dé quand on fait une attaque dans l'arc de tir arrière. Car oui, ce n'est pas le moindre atout de ce vaisseau, il a un arc de tir arrière et aussi puissant que l'arc de tir avant, 3 dés rouges dans les 2 cas. Et l'artilleur, justement, ni plus ni moins que Han Solo, 4 points. Et là, l'adepte du lore rigoureux défaille. Han Solo, en tant qu'artilleur racaille, très différent de ses équivalents Revel, permet de faire une action de concentration rouge avant de s'engager. Puisqu'on fait dans le petit personnel, évoquons l'équipage embarqué par Boba qui se trouve être un copilote perspicace, 10 points. Quand il fait une action de concentration, il gagne un marqueur de concentration supplémentaire, ce qui joue comme de juste avec l'aptitude de l'artilleur Han Solo. Côté talent, Acteris a opté pour un Gambit des astéroïdes, 2 points. Cette carte confère au Firespray, qui en est autrement dépourvu, une action d'évasion rouge, et celle-ci devient blanche s'il y a un obstacle à portée 0-1. Et pour ce qui est des engins, Acteris a équipé Boba de charge sismique, 3 points. Ces bombes n'explosent pas directement sur des vaisseaux, mais sur des obstacles, les faisant disparaître du tapis de jeu, et c'est à la portée 0-1 de l'obstacle en question que l'on détermine quel vaisseau subisse un dégât automatique. Il y a 2 charges sur cette carte. C'est un choix étrange. Comme l'a fait remarquer Albu quand il a joué cette liste contre moi d'ailleurs, les charges sismiques paraissent entrer en contradiction avec le Gambit des astéroïdes. Boba Fett a en fait tout intérêt à avoir des obstacles près de lui. D'autant plus d'ailleurs que sa partenaire Guri aussi avait une carte lui permettant de jouer avec les obstacles, même si de manière moins offensive, étant équipée d'un détecteur anti-collision, comme on le verra plus loin. Mais bon, pourquoi pas. Reste une dernière amélioration pour Boba, une modification, en l'espèce un système d'occultation qui lui confère un dé vert de plus tant qu'il y a une charge sur la carte, c'est-à-dire tant que le vaisseau n'a pas subi de dégâts, puisqu'il perd alors sa charge unique. Cette carte est à coût variable, fonction de l'agilité du vaisseau, celle du Firespray étant de 2, cette carte coûte pour lui 6 points d'escadron. Boba Fett représente 108 points d'escadron en tout. Et il y a donc seulement un second vaisseau, qui est une plateforme d'attaque de classe Star Viper pilotée par l'androïde Guri, 62 points. Un vaisseau très agile qui a quelque chose d'un as racaille, je suppose.
Les Star Vipers sont équipés en série de micropropulseurs qui leur permettent de faire des tonneaux bizarres. Au lieu d'utiliser le gabarit tout droit 1, ils utilisent le gabarit virage sur l'aile 1. Guri, plus spécialement, a une capacité spéciale rappelant celle de son partenaire Boba Fett, en ce qu'elle bénéficie d'avoir des ennemis tout près d'elle. Au début de la phase d'engagement, s'il y a au moins un vaisseau ennemi à portée 0-1, elle peut gagner un marqueur de concentration. Il faut pourtant noter que Guri étant une androïde, elle n'a normalement pas d'action de concentration, mais une action de calcul, ce qui vaut aussi pour ses actions liées. Ce Star Viper porte le titre Virago, 10 points, qui a plusieurs effets notables. Il confère au vaisseau un bouclier de plus, soit 2 au lieu d'1. Ensuite, il ajoute un slot de modification, mais Acteris n'en a pas profité. Enfin, il permet à Guri, pendant la phase de dénouement, de dépenser une charge, il y en a 2 sur la carte, pour effectuer une action d'accélération rouge. Acteris n'a donc pas choisi de faire usage de la possibilité offerte par ce titre de double modification, n'en prenant qu'une seule. En l'espèce, post-combustion, 8 points. Quand Guri effectue entièrement une manœuvre à vitesse 3 à 5, elle peut dépenser une charge, il y en a 2 sur cette carte, pour effectuer une action d'accélération, même en étant stressée. Ses facultés de repositionnement s'accommodent très bien du talent manœuvre improbable, 6 points, tant que Guri effectue une attaque dans son arc de tir avant, si elle n'est pas dans l'arc de tir du défenseur, ce dernier lance un dé de défense en moins. Ultime amélioration de Guri, le senseur détecteur anti-collision, 5 points. Donc, en faisant des accélérations ou des tonneaux, Guri peut se déplacer à travers des obstacles ou les chevaucher. Et de manière générale, après s'être déplacée à travers un obstacle ou en avoir chevauché un, elle peut dépenser une charge, il y en a 2, pour ignorer les effets de l'obstacle jusqu'à la fin du round. Guri représente 94 points d'escadron en tout. Ce qui fait donc une liste à 199 points d'escadron. En voici le résumé, et je donne dans l'article le lien permettant de visualiser cette liste dans le générateur d'escadron officiel. Ça sera le cas également pour les 3 autres listes que je vais présenter. Patrouilleur de classe Firespray, Boba Fett, 108 points. En tout. Boba Fett, chasseur de primes célèbre, 80 points. Gambit des astéroïdes, 2 points. Copilote perspicace, 10 points. Charge sismique, 3 points. Système d'occultation, 6 points. Maraudeur, 3 points. Han Solo, 4 points. Puis, plateforme d'attaque de classe Star Viper, Guri, 91 points en tout. Guri, 62 points. Manœuvre improbable, 6 points. Détecteur anti-collision, 5 points. Post-combustion, 8 points. Virago, 10 points. Total, 199 sur 200. Cette liste a été jouée d'abord par Albu contre moi, ensuite par Seprecham contre Albu. Passons à la liste d'Albu. Il s'agit d'une seconde liste racaille, mais très différente de celle d'Acteris, avec 3 vaisseaux, mais qui se retrouvent à avoir des capacités très similaires, puisque c'est la folie des IG-88 trucs. Les 2 vaisseaux principaux sont donc des chasseurs d'assaut agresseurs, en l'espèce IG-88A et IG-88C, 70 points d'escadron chacun. Ce sont des robots avec l'action calcul à la place de concentration donc, et ils disposent même en série d'un cerveau droïde avancé qui fait que quand ils réalisent une action de calcul, ils gagnent un marqueur calcul supplémentaire. IG-88A a une capacité spéciale lui permettant au début de la phase d'engagement de choisir un vaisseau allié à portée 0 à 3 disposant de l'action calcul pour lui transférer un de ses propres marqueurs de calcul. Son pote IG-88C, quant à lui, peut, après avoir effectué une action d'accélération, faire une action d'évasion. Mais le truc, c'est qu'ils sont tous deux équipés du titre non unique IG-2000, 2 points d'escadron chacun. Dès lors, chacun des 2 agresseurs bénéficie non seulement de ses propres capacités de pilote, mais aussi de celles du copain. IG-88A et IG-88C deviennent en fait exactement semblables. D'autant plus à vrai dire qu'Albu les a équipés tous deux exactement de la même manière. Tous deux ont donc le talent feinte, 4 points chacun, qui fait que s'ils ont un marqueur d'évasion tandis qu'ils attaquent, on peut changer un résultat évasion de l'adversaire en un résultat concentration. Bien sûr, la feinte est rentabilisée par la capacité de pilote d'IG-88C, qui la partage gentiment avec IG-88A. Ensuite, tous deux sont équipés du senseur simulateur de trajectoire, 3 points chacun, qui leur permet durant la phase de système, plutôt que de larguer une bombe, de la lancer en avant avec le gabarit 5 tout droit. Et c'est bien pourquoi ils sont tous deux équipés également de bombes à protons, 5 points chacun, qui ont 2 charges et explosent à la fin de la phase d'activation, infligeant un dégât critique automatique à tout malheureux qui se trouve à portée 0 à 1. Ces 2 chasseurs d'assaut agresseurs, exactement semblables donc, coûtent 84 points d'escadron chacun et 168 points d'escadron ensemble.
Restait de la place pour un troisième et dernier petit vaisseau, et Albu a donc aligné un remorqueur spatial de transfert quadrimoteur, plus communément appelé quadjumper, générique, le moins coûteux, à savoir un trafiquant d'armes de JACU, 28 points d'escadron. Tous ces petits vaisseaux disposent en série d'un dispositif tracteur de remorqueur spatial qui fournit l'action suivante. On choisit un vaisseau dans l'arc de tir avant à portée 1 et celui-ci gagne un marqueur de rayon tracteur, voire 2 s'il se trouve dans le bullseye du quadjumper, ce qui peut le contraindre à un mouvement non désiré et diminuer sa valeur d'agilité. Mais le quadjumper a envie de faire le foufou avec les agresseurs. Rien de plus simple, il suffit d'avoir en équipage IG-88D, 4 points. Du coup, le trafiquant d'armes récupère les capacités de pilote de tous les vaisseaux dotés du titre IG-2000, ça tombe bien. Il y gagne en outre l'action de calcul, et de même que les agresseurs, il gagne un marqueur calcul supplémentaire quand il entreprend cette action. Le quadjumper coûte ainsi 32 points d'escadron en tout, et bénéficie pour ce prix des aptitudes de ses deux copains plus gros. La liste en tout représente 200 points d'escadron, et en voici le résumé. Remorqueur spatial de transfert quadrimoteur, trafiquant d'armes de JACU, 32 points. Trafiquant d'armes de JACU, 28. IG-88D, 4. Chasseur d'assaut agresseur IG-88C, 84 points. IG-88C, 70. Feinte 4. Simulateur de trajectoire, 3. Bombe à proton 5, IG-2000, 2. Chasseur d'assaut agresseur IG-88A, 84 points. IG-88A, 70 points, feinte 4 points, simulateur de trajectoire 3 points, bombe à proton 5 points, IG-2000 2 points et en tout 200 sur 200. Cette liste a été jouée d'abord par Seprecham contre Acteris, ensuite par moi contre Acteris également. Voilà pour les listes racailles de cette séance de jeu, mais il faut y ajouter 2 listes impériales. Commençons par celle de Seprecham qui associe 3 vaisseaux, un gros socle, un moyen, un petit. Comme ça, tout le monde est content. Le gros machin est un décimateur VT-49 et plus précisément le capitaine Oikun, 84 points d'escadron, lequel peut effectuer ses attaques principales à portée 0. Mode bump donc, si Seprecham a fait l'impasse sur le titre Dauntless, il n'a pas manqué de se munir du talent Intimidation, 3 points. Du coup, tant qu'un vaisseau ennemi à portée 0 défend, il a un dévers en moins. Il faut y ajouter 2 équipages, et tout d'abord l'immense Dark Vador, 14 points. Il confère un marqueur de force récurrent et permet, au début de la phase d'engagement, de dépenser un marqueur de force pour choisir un vaisseau dans l'arc de tir. Pas nécessairement l'arc de tir avant, c'est important eu égard à la double tourelle d'arme principale du décimateur, à portée 0 à 2 et le contraindre soit à subir un dégât, soit à retirer un marqueur vert. Le fait que Dark Vador himself soit présent dans cette liste a une autre conséquence essentielle, car c'est la condition pour y intégrer les 2 autres améliorations que Seprecham a attribuées à son décimateur, autrement réservées aux listes racailles. À savoir tout d'abord un second équipage qui est le droïde 000, 3 points, lequel au début de la phase d'engagement là encore permet de choisir un vaisseau ennemi à portée 0-1 et de lui imposer un choix. Soit il prend un marqueur de stress, soit le décimateur gagne un marqueur de calcul. Or, il faut y associer un artilleur, cette fois qui est un autre droïde, BT1, 2 points. Dès lors, quand le décimateur attaque, il peut changer un résultat dégâts en un résultat critique pour chaque marqueur de stress affligeant le défenseur. Ce qui tombe plutôt bien, non? Le décimateur ainsi équipé représente en tout 106 points d'escadron. Le socle moyen de la liste de Seprecham est un TIE CA Punisher, plus précisément Deathrain, 42 points, lequel, après avoir largué ou lancé un engin, peut faire une action. Deathrain aime les bombes. Il est du coup équipé de bombes à protons, 5 points, et de charges sismiques, 3 points. 2 améliorations décrites plus haut, de même que le senseur simulateur de trajectoire, 3 points, qui va bien avec. Il faut y ajouter un artilleur, bombardier compétent, 2 points. Quand il largue ou lance un engin, Deathrain peut utiliser un gabarit de même direction, mais avec une vitesse supérieure ou inférieure de 1. Concrètement, cela lui permet de larguer des engins avec le gabarit tout droit 1 ou 2, ou avec le simulateur de trajectoire de lancer des bombes avec le gabarit tout droit 4 ou 5. Enfin, Deathrain est équipé de torpilles ioniques, 6 points. Il s'agit d'une attaque nécessitant une acquisition de cible à 4 dés rouges dans l'arc de tir avant, à portée 2 à 3, sans modificateur de portée et doté de 2 charges. Mais les dégâts sont particuliers. On dépense tout d'abord un dégât ou un critique pour infliger un dégât au défenseur.
Ensuite, tous les dégâts ou critiques restants sont convertis en autant de marqueurs ioniques, ce qui, j'imagine, va bien avec la tactique bump du capitaine Oikun en lui offrant une option de contrôle sur les déplacements ennemis, facilitant la collision souhaitée. Le Punisher ainsi équipé coûte 61 points d'escadron. Reste un troisième vaisseau, un petit socle d'appoint qui est un chasseur taille Hélène, plus précisément Scourge Scutu, 32 points. Tant qu'il effectue une attaque contre un défenseur qui se trouve dans son bullseye, il lance un dé d'attaque supplémentaire. Scourge se voit aussi attribuer le talent adresse au tir, 1 point. L'effet se déclenche là encore lors d'une attaque contre un défenseur qui se trouve dans le bullseye de Scourge et permet de convertir un dégât en critique. En tout, Scourge représente donc 33 points d'escadron. La liste de ces préchams fait 200 points d'escadron en tout, en voici le résumé. Décimateur VT49, Capitaine Oikun, 106 points. Capitaine Oikun 84, Intimidation 3, Triple 0 3, Dark Vador 14, BT1 2. Chasseur Taïalen Scourge Scutu 33, Scourge Scutu 32, adresse au tir 1. Taïsea Punisher Deathrain 61 points, Deathrain 42, Simulateur de trajectoire 3, Torpille ionique 6, Charge sismique 3, Bombe à proton 5, Bombardier compétent 2, pour un total de 200 sur 200. Cette liste a été jouée d'abord par moi contre Albu, ensuite par Acteris contre moi. Et reste donc ma liste, une autre liste impériale comme de juste. Je me suis longuement posé la question de ce que je voulais proposer à mes camarades. Un point était clair, je n'avais pas envie de faire une proposition très méta, ce qui n'est pas le but de nos parties mensuelles. Cela m'incitait d'ores et déjà à mettre de côté les tailles CA Punisher, mais aussi les bombardiers taille SA tant qu'à faire. La question se posait tout de même pour le taille PH Fantôme, mon vaisseau préféré. Je ne m'y attendais pas forcément, mais il semblerait que Whisper soit très présente dans le méta actuel, et souvent qui plus est avec Dark Vador en équipage. Cette considération, ajoutée au fait que c'est tout de même un vaisseau très particulier à piloter, probablement difficile pour une première fois, m'a incité à chercher ailleurs avec un triple objectif. Quelque chose qui ne soit pas trop compliqué à jouer, qui soit fun en même temps, et probablement inédit pour mes camarades. C'est pourquoi je me suis en définitive décidé pour une nuée de chasseurs taille, plus ou moins. La nuée présente certes une difficulté particulière, qui est qu'il faut voler en formation pour qu'elle soit efficace. Mais il ne faut pas s'en faire une montagne, d'autant que ceci mis à part, peu de choses sont aussi brutales qu'une nuée de taille. On avance et on tape. En même temps, c'est très rigolo à jouer, j'étais certain qu'Acteris n'en avait jamais joué, à peu près certain qu'il en allait de même pour Albu, et je ne pouvais pas me prononcer pour ses préchams, autre joueur impérial, mais en tout cas je ne l'avais jamais vu moi-même jouer de nuée. Alors, le principe de cette liste est repris d'une autre que j'avais évoquée il y a quelque temps de cela, sous l'intitulé Girl Power à l'Académie, et que j'avais joué contre Acteris. Mais j'ai rebidouillé le machin pour qu'il soit plus simple à prendre en main et probablement plus efficace aussi. Il s'agissait donc d'aligner 6 vaisseaux, 5 petites tailles et une lambda en soutien. Commençons par cette dernière, une navette T4A de classe lambda donc. Restait à déterminer le pilote. Dans ma précédente liste, je m'étais décidé pour le capitaine Kagi, mais en y réfléchissant, sa capacité spéciale ne fonctionnait peut-être pas très bien avec celle de l'amiral Sloane. Or, la fonction essentielle de cette navette est bien de transporter ladite amiral. C'est pourquoi j'ai choisi cette fois le lieutenant Sai, qui a en outre le bon goût d'être moins cher. Ouais, bon, d'un point seulement, hein, certes, 47. Mais il n'y a pas de petites économies. Le lieutenant Sai a en outre cette capacité spéciale, quand il fait une action de coordination, si le vaisseau coordonné fait une action se trouvant dans la barre d'action de la navette, alors celle-ci peut faire cette action gratuitement. Maintenant, ne rêvons pas avec une nuée de taille, une seule action est commune à la navette et à ses petits copains, celle de concentration. Mais c'est toujours ça de gagner. Qu'importe. La fonction essentielle de la navette, et même sa fonction unique dans un sens, puisque j'ai choisi d'enlever tout le reste, on verra plus loin pourquoi, est donc de transporter l'amiral Sloane, 10 points. Après qu'un autre vaisseau allié à portée 0 à 3, forcément un petit taille LN tout fragile, donc, a défendu, s'il est détruit, l'attaquant gagne 2 marqueurs de stress. Mais ce n'est pas tout. En outre, tant qu'un vaisseau allié à portée 0 à 3 de la navette, ce qui l'inclut donc, effectue une attaque contre un vaisseau stressé, et il peut relancer un dé d'attaque. C'est la philosophie masochiste, plus tu me tapes, plus je te tape, et encore plus fort, oh oui, oh oui, oh oui. J'aime bien. N'en déduisez rien. La navette ainsi équipée coûte 57 points d'escadron en tout. Restait donc à aligner 5 chasseurs taille LN, mais il leur fallait un chef d'escadron.
qui coulait de source. Ce serait la légendaire Owl Runner 40 points. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0-1, ce qui l'inclut mais aussi la lambda, effectue une attaque principale, ce qui inclut l'arc arrière de la lambda si jamais, il peut relancer un dé d'attaque, d'où la nécessité de voler en formation. Pour être efficace, Owl Runner doit toujours être à portée 0 à 1 de ses piou-piou, et idéalement de la navette aussi. Avec les probables à un moment ou à un autre relance de l'amiral Sloane, ça fait de bonnes garanties de plein d'attaques qui touchent. Bien sûr, on ne peut pas, sauf erreur, relancer le même dé par contre. En outre, comme j'ai économisé pas mal de points sur la lambda dans cette liste, par rapport en tout cas à mon premier essai de Nuée Sloane, j'ai pu ajouter deux améliorations utiles à Owl Runner. D'une part, le talent tactique de Nuée, 3 points, qui fait que, au début de la phase d'engagement, ma championne peut conférer jusqu'à la fin du tour son initiative de 5 à un vaisseau allié à portée 1, d'où l'importance de voler en formation. Les autres vaisseaux de cette liste ayant une initiative de 1 seulement pour 4 d'entre eux et de 3 pour la lambda, c'est là une aptitude non négligeable et qui peut faire la différence. D'autre part, comme il est nécessaire de faire durer Owl Runner le plus longtemps possible, il m'a paru pertinent de lui attribuer la modification système d'occultation déjà décrite plus haut. Cependant, le coût est différent, puisque le chasseur taille Helen a une agilité de 3. Pour Owl Runner, cette modification coûte donc 8 points d'escadron, et je les avais pile poil. Je sais que d'aucuns trouvent ça trop cher, mais en ce qui me concerne, et tout particulièrement dans cette configuration, ça les vaut parfaitement. Owl Runner représente en tout 51 points d'escadron. Ne reste plus que les piou-piou, et pour le coup ça va aller vite. 4 autres chasseurs taille Helen, qui sont 4 pilotes de l'académie à poil, on joue sur la masse après tout. Chacun de ces vaisseaux coûte 23 points d'escadron. Je ne vous apprends rien, c'est le vaisseau le moins cher du jeu, ou, autre manière de le dire, c'est la base gros. Et ensemble, ils représentent donc 92 points d'escadron. Et la liste complète fait donc 200 points d'escadron tout rond. En voici le résumé. Chasseur taille Helen, Owl Runner 51 points. Owl Runner 40, tactique de nuée 3, système d'occultation 8. Chasseur taille Helen, pilote de l'académie 23, pilote de l'académie 23. Vous me répétez ça 4 fois. Et navette T4A de classe lambda, lieutenant Sai 57, lieutenant Sai 47, amiral Sloane 10, en tout 200 sur 200. Cette liste a été jouée d'abord par Acteris contre ses préchams, ensuite par Albu contre ses préchams également. Voyons maintenant ce que tout cela a donné en jeu. Enfin, je vais comme de juste surtout parler des deux parties que j'ai à jouer. Les deux autres, je n'étais pas impliqué, mais je vais essayer quand même d'en toucher deux mots par rapport au débriefing de mes camarades. Dans la première partie que j'ai jouée, j'ai hérité, aléatoirement donc, de la liste impériale de ses préchams, tandis qu'Albu face à moi jouait la liste racaille d'Acteris. Dans l'absolu, je pense que cette configuration m'avantageait, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, si je n'ai jamais joué cette liste précisément en tant que joueur impérial, j'ai déjà eu maintes fois l'occasion de jouer ces trois vaisseaux, séparément certes, mais dans des optiques assez proches. À vrai dire, Deathrain, en dehors de Whisper, est probablement le vaisseau que j'ai le plus souvent joué en V2. Je n'avais absolument jamais joué le Punisher en V1, ce qui ne surprendra personne. Et équipé en gros comme ça, même si plus récemment, concernant ce châssis, je me suis mis comme les autres à succomber aux appels moites autant que mélodieux de la douce sirène Redline. Quant au décimateur, quand je le joue, c'est presque systématiquement en mode Oikun Bump. C'est peut-être moins ultra efficace que le violent Shirano, mais ça m'a toujours, dès la V1 en fait, paru bien plus rigolo. Enfin, les chasseurs TLN, bon, j'ai joué Scourge plusieurs fois dès la V1 là encore, même si je n'en ferai pas mon chouchou. Or, en face, Albu, plutôt un joueur rebelle à la base, était le départ assez peu enthousiaste à l'idée d'une liste racaille à 2 vaisseaux seulement, nonobstant la puissance d'Icel. Il lui manquait quelque chose, impression qui persisterait tout au long de la partie. Enfin, si les charges sismiques étaient un emploi risqué chez lui, elles étaient toutes désignées pour moi, sachant que Boba Fett et dans une moindre mesure Guri avait tout avantage à faire mumuse avec les astéroïdes, je n'ai guère attendu pour mobiliser Deathrain dans la fameuse entreprise de démolition Punisher et Fils. Le début de la partie a été très étrange. Clairement, Albu et moi, nous cherchions, avec des manœuvres un peu biscornues de part et d'autre, destinées à tromper l'adversaire et ou à le faire tomber dans un piège pile-poil au bon endroit. À ce compte-là, c'était Albu qui était avantagé, ses vaisseaux étant incomparablement plus manœuvrables que les miens. Mais ce petit jeu a eu des conséquences étranges pour les deux camps. De mon côté, j'ai été plus ou moins content de passer au large avec le décimateur, ce qui n'était pas catastrophique du fait de sa tourelle, mais pour le coup, avec une bump, pas vraiment, quoi. Et dans ces conditions, mon gros socle a été
quasiment hors jeu pendant bien trop longtemps, ce n'est que lors des derniers tours qu'il a pu vraiment se montrer utile, aussi bien avec sa force de frappe personnelle qu'avec Dark Vador à bord. Bilan plus que mitigé le concernant donc. La faute étant mienne, pas celle de la liste. Clairement, je l'ai plutôt mal piloté. Pas catastrophiquement, mais pas efficacement. En face, cependant, Albus s'est étrangement plus ou moins retrouvé dans une situation similaire avec Guri, pourtant bien plus agile, mais qui a gardé ses distances assez longtemps et sans doute trop. Ce qui m'arrangeait sacrément. J'avais toutes les raisons de concentrer mon feu sur Boba Fett. Deathrain à cet égard s'est montré égal à lui-même. J'ai regretté de n'avoir que des torpilles ioniques plutôt que des torpilles à protons, tout en comprenant le choix tactique de ces préchams. C'est juste que dans cette configuration de partie, ça ne s'est pas avéré payant, my bad. Mais à force d'assauts combinés sur le Firespray, Boba Fett a giclé du tapis. Il ne restait plus que Guri, qui se sentait bien seul pour le coup, mais que j'ai pu sortir au tout dernier tour, sauf erreur. De mon côté, le décimateur n'a jamais été inquiété. Bon, il était sans doute trop loin pour soi, et pas un 4 boucliers et 12 points de coque. Et Deathrain a tenu le choc. Albu n'a pu me dégager que Scourge, je ne me souviens plus à quel moment de la partie par contre. Et honnêtement, ça n'était pas bien grave. La conviction de son rôle de vaisseau d'appoint en sortant renforcé. Victoire donc, 199 à 33. Mais une partie peut-être un peu frustrante pour moi, car si la liste de ces préchams fonctionnait très bien, j'envisageais surtout cette journée comme une occasion de jouer des choses totalement inédites dans mon expérience ludique. Ce qui serait assurément le cas dans la partie suivante, avec bien moins de réussite. En attendant, sur le tapis de jeu à côté, pendant ce temps, ces préchams jouaient la liste Rakai d'Albu et Acteris jouait ma liste impériale. C'est peu dire qu'Acteris partait vaincu. La nuée de Nébal, misère, ça pouvait pas tomber plus mal. Malédiction, il allait se faire sortir en 10 minutes. Malheur, c'était même pas la peine de jouer. Gémonie, il regarderait ensuite notre partie à Albu et à moi, etc. Bon ben, il a gagné. Il a trouvé la partie stressante, si j'ose dire. Avec Sloane, je suppose que ses préchams a eu ce même sentiment d'une manière plus concrète, mais instructive. Et il a gagné en sortant toute la liste opposée s'il a connu des pertes lui aussi, ce qui était peu ou prou inévitable avec une nuée de petits vaisseaux fragiles. Victoire d'Acteris, donc 200 à 120. Hélas, je peux difficilement rentrer dans les détails de cette partie. Le pilotage en formation d'Acteris a cependant eu ses limites au bout d'un certain temps, j'ai l'impression, avec un gros bordel de collisions affectant les deux camps, pour ce que j'en ai entreaperçu, ce qui entendons bien et parfaitement dans l'ordre des choses avec une nuée. Visiblement, cela dit, ces préchams joueurs impériales de manière générale avaient pas mal galéré avec la liste racaille d'Albu. Pour celui-ci, comme pour Acteris, qui avait probablement déjà joué ce genre de choses, c'était une liste facile à prendre en main pour la simple raison que tous les vaisseaux disposaient exactement des mêmes capacités ou peu s'en faut, avec IG-88A, C et D, sans condition de portée ou truc, etc. Mais ces préchams la trouvaient difficile à prendre en main quand même, et je ne lui jetterai certainement pas la pierre, car j'ai vécu exactement ou presque la même expérience juste après. Deuxième round donc, je succède à ces préchams au pilotage de la liste Rakai d'Albu. En face, Acteris, qui joue donc pour la deuxième fois contre la même liste, mais qui a cette fois entre les mains la liste impériale de ces préchams. J'étais très curieux et enthousiaste à l'idée de cette partie. Non seulement je jouais ainsi quelque chose que je n'avais absolument jamais joué, c'était sauf erreur ma première partie en Rakai de manière générale, V2 comme V1, mais en plus il s'agissait des deux vaisseaux Rakai qui me faisaient le plus de l'œil, devant même le redoutable Firespray. La mécanique droïde des IG Trucs me plaisait beaucoup et leur agilité très impressionnante, tout. Putain, 2 socles au moyen avec 3 en agilité et escadron de manœuvre, waouh. Quant au quadjumper, pas cher et doté d'habilités rigolotes, il m'excitait presque autant à son niveau de petits trucs pénibles qui coûtent vraiment pas cher et qui peuvent faire des trucs bizarres. Mais non, je n'ai pas su les prendre en main. Tout particulièrement les agresseurs. Si Albu et Acteris mettaient en avant qu'ils étaient simples à jouer parce qu'exactement pareil, c'est un autre sentiment qui a dominé chez moi, et je ne garantirai pas que ce soit le même que pour ces préchams avant moi, c'est très personnel. Le truc en fait, c'est que l'extrême versatilité de ces vaisseaux, qui est dans l'absolu un atout indéniable et même majeur, m'a totalement décontenancé au bout d'un moment. Ils pouvaient faire tellement de choses que je ne savais absolument pas quoi en faire. Fallait-il faire une accélération pour bénéficier de la feinte ou grappiller 2 marqueurs de calcul? Fallait-il engager l'adversaire ou jouer plus finaux sur le repositionnement, etc. Que sont ces vaisseaux au juste? Ce sont des socles moyens, mais ils ont un comportement d'as ou de brawler peut-être. En fait, côté impérial, leur versatilité mêlant agilité et capacité offensive m'a fait penser au défenseur taille, un de mes vaisseaux préférés pourtant.
mais un petit socle avec un comportement de petit socle. Est-ce du coup la taille du socle qui a son impact sur les manœuvres? Est-ce une mauvaise appréhension de leur capacité tactique? Bah oui, au bout d'un moment, je ne savais plus quoi en faire, et j'ai donc probablement fait n'importe quoi. Le début de la partie, je suppose que ça allait. Je me suis amusé à faire des manœuvres bizarres avec les IG-2000, le quad jumper étant davantage en retrait. Mais bon, ça n'était pas hyper constructif, hein. Mon objectif initial était de faire tomber d'abord Deathrain. L'évolution de la partie, cependant, m'a fait changer de plan, ce qui est rarement une bonne idée. Et je m'en suis donc pris au décimateur. Costaud, le bougre, même avec son agilité de zéro. Le temps que j'en vire péniblement la moitié des points pour avoir quand même un peu de score, l'horloge avait tourné et j'avais déjà perdu un au moins de mes agresseurs. Lors du dernier tour, dans une tentative désespérée de marquer un peu plus en dégageant ou Scourge ou au moins la moitié de Deathrain, je me suis mis en danger, et au final, Acteris a achevé de me fumer l'agresseur restant et le quad jumper. Enfin, pour autant que je m'en souvienne, je suis un peu confus sur les derniers tours de cette partie, honnêtement. Bref, je ne savais pas quoi faire de mes agresseurs et je n'ai rien fait du quad jumper. Sérieux, mon moment de gloire avec lui, voire dans toute la partie, ça a été de faire une putain de marche arrière. Manœuvre cool, cela dit. Il fallait que je vive ça au moins une fois dans ma vie. Mais sinon, Zob Nada est certainement pas la moindre occasion de faire mumuse avec le dispositif tracteur de remorqueur spatial. Dommage. Actaris de son côté a bien joué, lui. L'issue était inévitable, défaite du Nebal 53 contre 200. Mais, je me suis beaucoup amusé quand même en jouant très mal, même en perdant comme une tanche. J'ai piloté des vaisseaux que je ne connaissais pas, et si je m'en suis on ne peut plus mal tiré, j'ai eu au moins un aperçu de leur potentiel et j'en suis ressorti avec l'envie de creuser tout ça. Un de ces jours, sans compter que j'ai fait une putain de marche arrière. Et ça, putain, c'est super cool. À côté de nous, ces Presham jouaient de nouveau Rakai, mais avec cette fois la liste d'Acteris, et il était opposé pour la deuxième fois d'affilée à ma liste impériale, quant à elle entre les mains d'Albu. Et cette partie s'est semble-t-il avérée très compliquée pour ces Presham. Pas forcément un fan lui non plus des listes à deux vaisseaux seulement, et un impérial qui jouait exceptionnellement Rakai, même si pour la deuxième fois de suite en cette journée, glorieusement bizarre. Albu, lui, s'est semble-t-il beaucoup amusé avec Manué, m'a-t-il dit. Cool, c'était bien le but. Et pourtant, la partie s'est déroulée très étrangement au regard de la tactique fondatrice de cette liste. En effet, Presham n'est parvenu à sortir qu'un seul vaisseau impérial, et c'était Owlrunner. Relativement tôt dans la partie, qui plus est, je crus comprendre. Dès lors, non seulement Albu devait faire sans les relances de son chef d'escadron, mais il a dû faire aussi sans celle de l'amiral Sloane, n'ayant perdu qu'un seul vaisseau. J'ai cru comprendre toutefois qu'il avait quand même pu bénéficier de situations stressantes pour ses Presham. Quoi qu'il en soit, Albu a donc été amené à jouer de la masse, sans fioriture, plein d'attaques à chaque tour, même petites, elles finissent par payer. Albu n'a donc perdu que, si j'ose dire, Owlrunner, même pas un demi-pilote de l'académie ici ou là en plus, et il a sorti Guri, ce qui suffisait largement pour l'emporter au point quand est venu le moment d'arrêter la partie. Victoire d'Albu, 91 à 51. Et maintenant le double classement, sur la base d'une feuille de suivi conçue par l'excellent Albu, que je vous ai mis sur le blog du coup. Alors ça nous donne, classement des pilotes, premier Acteris, 400 points, ouch. Deuxième, moi-même, 252. Troisième, Presham, 171. Quatrième, Albu, 124. Classement des concepteurs de liste. Premier, Presham, 399. Waouh. Deuxième, moi-même, 291. Troisième, Albu, 173. Quatrième, Acteris, 84. Et en combinant les deux scores, premier, Presham, 570. Deuxième, moi-même, 543. Troisième, Acteris, 484. Et quatrième, Albu, 295. Bon, ben, je suppose que je ne m'en suis pas si mal tiré. En tout cas, c'était fun. Pas dit qu'on reproduise cette expérience, on a d'autres idées à la con à mettre en œuvre, mais c'était fun. Oh, et gloire à l'Empire Galactique, hein, the best. Et à un de ces jours...